la vie d'Audrey Hempson a pris une tournure sombre lorsque son propriétaire, obsédé par elle, a assassiné sa femme pour pouvoir la poursuivre. Mais cette histoire d'horreur n'était que la première d'une longue série, menant tout droit à sa fin sombre et inoubliable. Audrey Hempson est née à Rochester, New York, le 8 juin 1891. À l'âge de 8 ans, Hempson a vécu deux grandes épreuves. D'abord, son père a brusquement divorcé de sa mère et les a abandonnés. Ensuite, une voyante a fait une prédiction inquiétante et précise sur son avenir. Bien que la voyante ait vu que Hempson deviendrait célèbre, elle lui a également dit que lorsqu'elle trouverait le bonheur, il se transformerait en cendre dans sa bouche. C'est beaucoup pour une enfant à assimiler. Pire encore, cette prédiction s'est avérée totalement vraie. Après le divorce, Hempson et sa mère avaient besoin de changement. Elles ont donc déménagé à Providence, Rhode Island, puis à New York. Une fois dans la grosse pomme, Hempson a visé une carrière dans le monde du spectacle. Elle a rapidement décroché sa première opportunité, mais c'était une occasion étrange. La pièce s'appelait The Boy and the Girl, mais Hempson n'a joué ni un garçon ni une fille. Son rôle était celui d'un valet de pied. Il s'est avéré que jouer un petit rôle à Broadway n'amenait à rien. Ce qui a rendu Hempson célèbre, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous faisons quotidiennement, faire du shopping. Alors qu'elle et sa mère faisaient du lèche-vitrine, elles ont rencontré Félix Benedict Herzog. Herzog était photographe et a déclaré qu'il voulait emmener Hempson dans son studio pour la photographier. Pour une raison quelconque, la mère de Hempson n'a pas saisi sa fille pour s'éloigner de cet homme potentiellement dangereux. Au contraire, elles l'ont suivi toutes les trois jusqu'au studio de Herzog, changeant la vie de Hempson à jamais. Herzog a pris des photos de Hempson et y a découvert quelque chose d'extraordinaire. Il y avait quelque chose de spécial chez cette jeune fille, et Herzog n'a pas perdu une seconde. Il l'a rapidement présentée à ses amis. Une fois qu'ils l'ont rencontrée, le groupe d'associés de Herzog, composé de sculpteurs, de peintres et de muralistes, semblait partager son obsession pour Hempson. Tous voulaient l'utiliser dans leurs œuvres. Mais qu'est-ce qui, chez Hempson, fascinait tant les artistes? Ils s'accordaient en tous à dire que Hempson avait des proportions grecques parfaites. Certains l'appelaient même la Vénus de Milo des temps modernes, en référence à la statue grecque de la déesse de l'amour. Outre son physique, Hempson avait autre chose en commun avec la Vénus de Milo, des fossettes dans le bas du dos. C'était une caractéristique extrêmement rare, et l'un des artistes lui a même dit qu'elle devait protéger ses fossettes. Bientôt, il serait impossible pour Hempson de protéger quoi que ce soit. Elle serait partout à New York. Un artiste que Hempson a captivé était Isidore Key, un sculpteur autrichien. Quand Hempson a rencontré Canty, elle avait déjà posé quelques fois comme modèle. Canty réalisait une sculpture pour l'hôtel Hathor, qui serait exposée de manière très visible dans le hall. Canty s'est inspiré des Trois Grâces d'Antonio Canova pour cette sculpture. Il est difficile de voir Hempson comme une méga célébrité comme Sarah Bernard, car elle ne jouait pas le jeu lorsqu'elle ne travaillait pas. Habillée, Hempson semblait plutôt ordinaire. Elle ne portait pas de corset pour modeler son corps selon la mode de l'époque, ni même de talons hauts. Au contraire, Hempson préférait des robes pratiques et naturelles. Elle pensait simplement que son corps était beau sans vêtements et n'éprouvait aucune pudeur à poser pour des artistes. Une fois que le mot s'est répandu, que Hempson était disponible comme modèle, et surtout comme modèle prête à poser nue, elle est devenue immensément populaire. Les sculpteurs se battaient pour travailler avec elle. De plus, une fois que les artistes avaient terminé leurs œuvres, Hempson a dû remarquer quelque chose. Son image était partout dans New York. Herzog, lorsqu'il l'avait découverte, n'avait probablement aucune idée de l'ouragan dans lequel elle allait être entraînée. Quand il l'avait rencontrée, elle marchait littéralement dans les rues de New York. Et maintenant,
des statues à son image dominaient ces mêmes rues. Herzog, bien que fier de sa protégée, se sentait aussi protecteur envers elle. Il le montrait cependant d'une manière étrange. Il lui a demandé de l'épouser. Lorsqu'il a fait sa demande, il n'était pas clair si Herzog était amoureux de Mzon ou s'il voulait simplement lui offrir une protection. Ce qui était clair, c'est qu'il avait plus de 50 ans et qu'elle n'en avait que 21. Emson, de son côté, envisageait sérieusement d'accepter la proposition de son mentor, bien plus âgé. Mais avant qu'elle ne puisse dire oui, Herzog a reçu un appel de son médecin qui a mis sa demande en attente. Le médecin de Herzog l'appelait pour lui dire qu'il devait subir une opération intestinale. Pour Mzon, cette opération était une bénédiction. Cela lui donnait du temps pour réfléchir. Voulait-elle vraiment d'un mari qui avait des décennies de plus qu'elle? N'y avait-il pas quelqu'un de son âge avec qui elle aurait plus en commun? Emson penchait toujours pour accepter la proposition de Herzog lorsqu'un événement a tranché pour elle. Alors que Emson réfléchissait à la demande de Herzog, une tragédie a frappé. Herzog n'a pas survécu à l'opération. Cependant, cela était peut-être pour le mieux, car ce mariage semblait voué à l'échec. De toute façon, Emson était la coqueluche de la ville, avec des statues sculptées à son image qui apparaissaient partout. Elle figurait sur des œuvres indépendantes, des monuments et même sur certains bâtiments de capitales d'État. 100 artistes se sont réunis et ont décidé de lui donner un nom. Ils l'ont appelée Miss Manhattan. Emson, cependant, ne s'est pas arrêtée à Manhattan. Elle était prête à conquérir tout le pays. En 1915, San Francisco accueillait l'exposition internationale Panama Pacific, dont l'objectif affiché était de célébrer l'ouverture du canal de Panama. La véritable raison, cependant, était de montrer la reprise de San Francisco après le tremblement de terre de 1906 et de ramener les touristes. Le sculpteur principal de l'exposition était Sterling Calder, et il y avait une chose qu'il désirait ardemment pour ses sculptures, Audrey Mason. L'une des œuvres majeures de Calder pour l'exposition était la Cour de l'Univers. Calder avait une vision grandiose pour ce bâtiment, rien de moins que la place Saint-Pierre au Vatican. À son achèvement, il y avait 90 figures basées sur le corps de Mson, sur les colonnades du bâtiment. Si ce fait ne lui est pas monté à la tête, le nombre total d'images de Mson pourrait bien y parvenir. Une fois l'exposition de San Francisco terminée, il y avait un nombre impressionnant de sculptures à l'image de Emson. En fin de compte, 3/5 des sculptures de l'exposition provenaient des poses de Emson. Cela lui a valu un autre surnom, la fille Panama Pacific. Emson avait vu son image représentée dans des peintures, des photographies et des sculptures. Il était maintenant temps que le public voie son corps au cinéma. Peut-être que Emson en avait assez de rester immobile pendant que les artistes représentèrent son corps. Peut-être voulait-elle vraiment faire quelque chose. En 1915, Emson a décidé de capitaliser sur sa célébrité de modèle et, comme tant de mannequins après elle, de se lancer dans le cinéma. À cette époque, les films hollywoodiens commençaient tout juste à gagner en popularité. C'était l'ère du cinéma muet, et Emson voulait en faire partie. Le premier rôle de Emson dans un film n'était pas très éloigné de ce qu'elle connaissait. Elle jouait un modèle de sculpteur. Le film s'appelait Inspiration, et il a causé un sacré émoi. Mason apparaissait sans aucun vêtement. La plupart des critiques s'accordent à dire que l'intrigue était mince. Le film suit un artiste à la recherche d'un modèle. Les scènes où Emson pose, cependant, sont le véritable cœur du film. Il était clair que Emson pouvait jouer, ou peut-être pas. Alors que Emson essayait de passer de la pose au jeu d'actrice, il s'est avéré qu'il n'y avait pas beaucoup de changements. Le réalisateur voulait laisser le jeu à une professionnelle et se contenter de faire poser Emson dans son plus simple appareil. Le Conseil national de censure
a jeté un bref coup d'œil à Inspiration et l'a approuvé sans demander de coupe. Quelques semaines plus tard, le Conseil a réalisé ce qu'il avait fait et a fait volte-face. Certains membres ont admis qu'ils avaient peut-être approuvé le film trop rapidement. Ils n'ont pas annulé leur décision concernant Inspiration, mais ils ont émis un avertissement pour les futurs films. Si quelqu'un se promenait sans vêtements, il valait mieux qu'il y ait une bonne raison. Les censeurs avaient averti les cinéastes contre les nus inutiles, mais cela n'a pas empêché Emson de recommencer. Son deuxième film était Purity, en 1916. Dans ce film, Mason joue elle-même et incarne à la fois la pureté et la vertu. Encore une fois, Emson apparaît sans vêtements, mais cette fois, les censeurs étaient reprêts. Au lieu de donner un feu vert facile à Purity, comme ils l'avaient fait pour Inspiration, ils sont revenus avec une liste. Le Conseil national de censure avait une liste de changements qu'ils voulaient voir appliqués à Purity avant que les salles ne commencent à le projeter. La liste comportait 10 griefs, et ils concernaient presque tous Emson. Le Conseil n'aimait pas quand le film montrait Emson en train de retirer ses vêtements. Il n'aimait pas non plus quand elle bougeait trop sans vêtements. Inexplicablement, ils se sont plaints que son décolleté était trop bas. Son décolleté. Bien que les coupes recommandées venaient du gouvernement fédéral, il appartenait à chaque État de les faire appliquer. Certains États ont décidé de projeter le film tel quel, sans les modifications recommandées. Certains États ont fait leur propre coupe, et quelques États, comme le Kansas, ont carrément interdit le film. Le Conseil national de censure ne semblait pas apprécier le chaos entourant Purity et le manque de réponse cohérente à la projection du film. Cela a conduit le Conseil à prendre une décision pour tous les futurs films. Tout le monde devait garder ses vêtements. Après seulement quelques films, Mason en avait assez d'Hollywood et des censeurs. Elle a secoué la poussière de la Californie de ses talons et est partie vers l'Est. Là, elle a fait la fête dans la haute société à New York, Newport et Rhode Island. Mais faire la fête n'était pas tout ce qu'elle faisait. Étrangement, il semble qu'Emson ait pu ou non se marier à cette époque. Le prétendu marié était Herman Alish Jr., le fils d'un riche mineur d'argent. Alish était à l'époque le célibataire le plus riche du monde. Pas une mauvaise prise pour Mason. Cependant, il n'existe aucun registre de cette union. Ce qui existe, en revanche, c'est une lettre très étrange que Mason a écrite à propos d'Alish. Il n'est pas clair si Mason a épousé Alish ou non, mais il est certain qu'il l'a rendu très en colère. Dans une lettre adressée au département d'État américain, Emson a accusé Alish d'avoir ruiné ses chances de devenir une star de cinéma. Elle a également dit qu'il faisait partie d'un réseau de personnes pro-allemandes. Emson devenait-elle instable? À la fin de la lettre, Mason suggérait qu'elle en avait fini avec l'Amérique et qu'elle préférerait vivre en Angleterre. Malheureusement, Audrey Mason n'a jamais atteint l'Angleterre. En 1919, elle vivait dans une pension à Manhattan avec sa mère. Cela ne ressemblait certainement pas à une amélioration pour la femme qui avait posé pour tant d'œuvres d'art et était apparue dans des films. Peut-être qu'Emson, bien qu'elle n'ait que 28 ans à ce moment-là, était prête à se poser. Eh bien, cela n'est certainement pas arrivé. Loin de là. Une fois de plus, la beauté de Mason causait des perturbations dans sa vie. Le propriétaire de la pension, un certain Dr. Walter Wilkins, était tombé éperdument amoureux d'elle. Il y avait un gros problème avec cela. Il était déjà marié. Pour une raison quelconque, le divorce n'était pas une option pour Wilkins. Alors il a pris une mesure drastique. Une mesure qui allait causer un désastre pour Mason et sa mère. Le propriétaire de Mason était tombé sous le charme de Mason et espérait l'épouser. Pour que cela arrive, il devait se libérer de son mariage. Au lieu d'opter pour un simple divorce, il a assassiné sa femme. Quand Mason a vu ce que son ami médecin avait fait, elle a fait ses valises avec sa mère, et elles ont quitté la ville en hâte.
Une fois que les autorités ont découvert que Wilkins avait tué sa femme, elles voulaient en parler à Mason, sauf que personne ne savait où elle était. Les autorités ont lancé une recherche nationale, alors que Mason et sa mère se cachaient. Les officiers les ont finalement localisés à Toronto, au Canada, et ont exigé qu'elles reviennent à New York pour un interrogatoire. Mason a entendu la demande et leur a répondu par un non catégorique. Eh bien, si Mason ne voulait pas venir à New York pour un interrogatoire, ils amèneraient les interrogateurs à elle. Parce que Mason et sa mère étaient trop effrayés pour retourner à New York. Elles ont été interrogées à Toronto. La police de New York a utilisé l'agence de détective Burns pour poser quelques questions aux deux femmes sur leur relation avec Wilkins. Bien que la plupart de ce que Mason a dit aux officiers soit resté confidentiel, nous savons une chose qu'elle a dite. Il n'y avait pas de romance entre elle et Wilkins. Quoi que Mason ait dit ou non aux enquêteurs, cela n'a rien fait pour sauver Wilkins. Il a été reconnu coupable et condamné à la chaise électrique. Avant de pouvoir atteindre la chaise, cependant, il s'est pendu dans sa cellule. C'était une fin tragique pour le docteur Wilkins, mais pas aussi tragique que pour sa femme. Cependant, c'était aussi le début de la fin pour Mason. L'association de Mason avec le meurtrier Wilkins n'a rien fait pour sa carrière de modèle. En fait, cela l'a peut-être terminée. Pour une raison quelconque, Mason était tombée en disgrâce auprès des artistes. Elle était incapable de trouver du travail, alors elle et sa mère ont déménagé à Syracuse, New York. Les deux femmes avaient besoin d'argent, alors sa mère a commencé une carrière de vente d'ustensiles, de cuisine, de porte en porte. Mason, elle, a trouvé un emploi comme caissière dans un petit musée. Le magazine Hearst Sunday a publié 20 articles écrits par Mason sur sa carrière de modèle pour artiste. Mason a rempli les articles d'anecdotes sur sa vie, et il servait en quelque sorte de mise en garde pour les autres femmes qui envisageaient une carrière de modèle. Les articles ont eu un grand succès, mais il y avait un problème. Mason ne les avait pas écrits. L'histoire était bien plus scandaleuse qu'un simple nègre littéraire. Il s'est avéré que le magazine Hearst Sunday avait engagé un écrivain pour raconter les histoires de Mason sans son autorisation. Pour aggraver les choses, un autre écrivain, Robert C. Leonard, a écrit un scénario basé sur ces histoires et prévoyait de réaliser un film. Ces deux hommes avaient fondamentalement pris la vie de Mason pour gagner de l'argent, et Mason ne touchait pas un centime de l'affaire. Étrangement, Mason a accepté d'apparaître dans le film, basé sur les articles qu'elle n'avait pas écrits. Comme dans ses films précédents, ils ont engagé une actrice pour jouer les parties dramatiques, et Mason n'apparaissait que comme modèle posant nu. Le film s'appelait Headless Moth, et il a reçu un accueil généralement négatif de la part des critiques. Le magazine Photoplay est même allé jusqu'à déconseiller au public de le voir afin de ne pas inciter les censeurs à interdire d'autres films plus méritants. Mason avait joué dans un flop, et elle n'avait même pas été payée pour cela. Le public a découvert que les producteurs de Headless Moth n'avaient pas bien traité Mason, et s'est indigné. Pour calmer les foules, Alan Rock, un agent producteur, a pris une photo d'un chèque rédigé au nom de Mason pour 27 500 $. Rock a ensuite payé pour que la photo du chèque soit publiée dans les journaux et les magazines. Ici, les annonces disaient « Nous avons payé Mason pour son travail ». Le chèque était un faux. Les faux chèques étaient déjà assez graves. Et puis quelque chose de pire est arrivé. Quand ils ont décidé de créer un spectacle en direct pour accompagner le film en tournée, les producteurs ont invité Jane Thomas, la femme jouant Mason, au lieu de Mason elle-même. Mason en avait assez, et elle a poursuivi les producteurs en justice pour 15 000 $ et a gagné. Mason savait combien d'argent elle pouvait gagner en tournant avec son film. L'année suivante, elle l'a fait, avec des résultats désastreux. En 1921, les frères Maxon et Benjamin Judel ont eu l'idée de capitaliser sur la célébrité de Mason. Ils ont obtenu les droits de son film Purity et l'ont emmené, elle et le film, en tournée.
Pour susciter un nouvel intérêt, les Judel ont renommé le film Innocence et ont promis des pauses en direct d'Humson à chaque projection. Malheureusement, les frères Judel n'étaient bel et pas là pour l'art. Ils exploitèrent la volonté d'Humson de poser nu. Cette décision a mis Humson dans une situation difficile. Le 3 octobre 1921, Humson est arrivé à Sainte-Louis avec Benjamin Judel et s'est préparé pour une projection d'Innocence au Royal Theatre. Comme prévu, Humson était monté sur scène pour offrir un spectacle gratuit de la manière dont elle posait pour des sculptures célèbres. Le public a eu son frisson, mais quelqu'un d'autre n'était pas aussi satisfait. Les autorités. Ils ont arrêté Humson et Judel et les ont emmenés au poste. Les officiers avaient de détenus Humson et Judel, mais de quoi allaient-ils les accuser? Il s'est avéré que les autorités pensaient que ce que Humson faisait sur scène était obscène. Les officiers étaient prêts à les enfermer en prison pour une accusation d'indécence. Ce n'était certainement pas l'opération lucrative à laquelle Humson s'était inscrite. Heureusement, Humson et Judel ont finalement été acquittés et sont même retournés au théâtre pour terminer la semaine. Cette fois, cependant, Humson a gardé ses vêtements. Des années avant qu'il n'y ait la télé-réalité ou même la télévision, Humson a eu une idée novatrice pour un coup de publicité controversé. Elle a organisé une recherche avec l'aide de l'United Press pour trouver un mari. La recherche à travers le pays pour trouver un partenaire convenable pour la femme dont l'image avait été utilisée par des artistes à travers le pays comme symbole de la beauté pure. Une liste de finalistes a finalement été publiée, nommant des célibataires éligibles venant de lieux aussi variés que Tucson, Arizona et Omaha, Nebraska. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était de les rencontrer et de faire son choix. La prochaine partie du plan de Humson pour trouver un mari était de rendre visite à chaque célibataire dans leur ville natale. Alors que les organisateurs préparèrent la tournée, Humson a commencé à avoir des doutes. Voulait-elle vraiment rencontrer un mari de cette manière? Voulait-elle même se marier? Avant de commencer sa tournée de rendez-vous, Humson a gauché le coup de publicité et a annoncé qu'elle ne voulait plus de mari. De petits coups comme ceux-ci ne rendèrent pas service à Humson. Les gens ont commencé à remettre en question sa santé mentale, la tentative de Humson pour trouver un mari, son arrestation à Sainte-Louis, tout cela s'additionnait pour former une classique dépression de célébrité. Elle a continué sur cette voie et a commencé à raconter des mensonges. Le plus gros concernait ses origines. Humson a soigneusement fabriqué un lien avec l'aristocratie européenne et s'est renommée Baronne Audrey Mary Humson. Humson, un nom faux s'il en est. Humson avait beaucoup de problèmes dans sa vie, mais pour une raison inconnue, elle a choisi de blâmer un groupe spécifique pour ses malheurs. Pour remédier à son problème, elle s'est adressée à la Chambre des représentants des États-Unis et leur a demandé de voter une loi. Et quelle était cette loi? Elle voulait une protection contre la persécution par les Hébreux. Mais son souffrait manifestement de graves problèmes de santé mentale. Cela est devenu si grave que le 27 mai 1922, Humson a avalé du bichlorure de mercure. C'était la même concoction qui avait pris la vie d'une autre star du cinéma muet et modèle d'artiste, Olive Thomas, seulement quelques années auparavant, et elle était morte dans d'horribles souffrances. Heureusement, contrairement à Thomas, Humson a survécu à l'épreuve. Mais qu'est-ce qui l'avait poussé à avaler cette solution dangereuse en premier lieu? Clairement, Humson n'était pas heureuse de sa situation. Alors, elle a fait la seule chose sensée. Elle a changé de vie. En 1926, elle a fait ses valises avec sa mère et a déménagé au Mexique. Enfin, en réalité, dans une ferme dans une ville du nord de l'État de New York appelée Mexico, New York. Là, elle prévoyait de créer un foyer confortable pour sa mère, qui avait maintenant besoin de soins supplémentaires. C'était un geste extrêmement gentil de la part de Humson, mais sa mère l'a repayé d'une manière horrible.
Ce qui s'est passé exactement dans cette ferme à Mexico, New York, n'est pas entièrement clair. Mais le jour du 40e anniversaire de Mason, sa mère a pris une mesure drastique. Elle a demandé à un juge de faire interner sa fille. C'était censé être Mason qui prenait soin de sa mère à la ferme, mais peut-être que cela ne se passait pas ainsi. La mère de Mason a dit au juge que sa fille souffrait de dépression et de schizophrénie. L'avenir de Mason était entre les mains du juge. Pour prouver son cas, la mère de Mason s'était adressée à des médecins pour obtenir un certificat de démence. En fin de compte, le juge dans l'affaire a donné raison à la mère de Mason et a envoyé Mason à l'hôpital d'État de St. Lawrence à Ogdensburg, New York. Tragiquement, c'est là que Mason semble avoir perdu son goût pour la vie. Une ancienne infirmière se souvient de Mason comme d'une patiente calme. De son avis, le seul problème de Mason était qu'elle était triste et n'avait certainement pas besoin d'être à l'hôpital. Après avoir passé des années comme la femme la plus reconnaissable de New York, le seul visiteur de Mason à l'asile était celle qui l'y avait fait enfermer, sa mère. Une fois que sa mère est décédée en 1958, Mason n'avait plus personne. Il y a eu une période atroce de 25 ans pendant laquelle Mason n'a reçu aucune visite. Sa solitude d'un quart de siècle a finalement été brisée par Darlene Bradley. Bradley était la demi-nièce de Mason et avait découvert que sa tante était encore en vie et dans un asile. Après 25 ans, Mason a enfin reçu une visite. Il est difficile d'imaginer l'état mental de Mason, enfermé pendant plus de la moitié de sa vie. L'infirmière était en train de baigner Mason et avait remarqué ses fossettes dans le dos, celles que les gens lui avaient dit de protéger tant d'années auparavant. Mason a souri à l'infirmière et lui a dit qu'elle ne pouvait pas perdre ses précieuses fossettes. Ce n'est qu'en 1996, à l'âge de 106 ans, que Mason est morte. Elle est morte dans l'anonymat. Personne n'a découvert qui elle était jusqu'en 2016, lorsqu'elle a enfin reçu une pierre tombale. C'était le jour de son 125e anniversaire. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur J'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, FactNate, pour plus